Ici Gianna, bienvenue à Entrevue Inspiration. Aujourd'hui, le sujet est complètement différent. Je parle de la gestion des émotions. Qui n'a pas eu à gérer ses émotions à un moment donné dans sa vie? L'émotion est là pour nous dire qu'il y a quelque chose en dedans de nous qui ne fonctionne pas et que nous devons peut-être jeter un coup d'œil et voir comment qu'on peut tout d'abord reconnaître l'émotion afin de pouvoir l'accepter et la traiter par la suite. Qui y est mieux de parler des émotions qu'une psychologue? Alors, aujourd'hui, je reçois une psychologue de la région de l'Estrie, Marie-Ève Croteau, qui va nous parler de ce que c'est une émotion, comment la reconnaître, comment la gérer, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle. Marie-Ève, bonjour et merci vraiment d'avoir accepté cette entrevue. C'est un plaisir pour moi. Ça fait plaisir d'être là également. Merci. Alors, on va commencer tout de suite pour savoir qu'est-ce que c'est une émotion parce que s'il y a des femmes qui sont comme moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petite, je n'avais pas le droit d'exprimer mes émotions et c'était pas correct de s'exprimer. Alors moi, j'ai grandi Mhm. que je ne savais pas ce que j'avais, ce que je sentais, comment je peux m'exprimer, tu vois. Et c'est plus tard dans ma vie que j'ai compris, bon, mais j'ai une émotion, il y a quelque chose, tu sais, qui va pas. Mais qu'est-ce que c'est au juste une émotion? Est-ce que tu peux la définir? Oui, en fait, c'est déjà une excellente question pour commencer. Ça m'a bien fait rire parce que quand je me suis posé la question, je me suis rendu compte que c'était pas si évident de dire qu'est-ce que c'était une émotion. Et j'étais allée lire justement pour me donner des petites idées. Puis une neuropsychologue disait qu'on sait c'est quoi une émotion jusqu'au moment où il faut la définir. Fait que Mhm. clairement, c'est plus facile à vivre qu'à exprimer et dire. Mhm. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut dire d'une émotion, c'est que c'est un état qui est intense et passager, qu'on va ressentir soit dans le corps ou l'esprit ou les deux, puis qui indique finalement notre état du moment. Fait que c'est vraiment l'état qui se passe. Et est-ce que ça prend comment je peux dire ça, une conscience de soi, mettons, pour pouvoir définir une émotion? Est-ce que n'importe qui peut, ou est-ce qu'il faut apprendre à se connaître tout d'abord pour pouvoir reconnaître une émotion? Ouais, en fait, je dirais oui et non. J'ai Mhm. envie de dire dans le sens que nécessairement, faut être conscient de soi, donc autant de notre corps que de comment on réfléchit. Faut être capable de se regarder aller. En même temps, si on vit, mettons, une colère, souvent on va le sentir. Tu sais. Fait qu'il faut être capable de se ressentir pour pouvoir ensuite pouvoir aller identifier une émotion. Fait que c'est sûr que si on est tourné vers l'extérieur, il y a des bonnes chances que des fois on les ressent pas, on se voit pas aller. Donc, ressentir, c'est-à-dire que si moi je suis en colère, va falloir que je revienne à moi pour reconnaître que je suis en colère. Et Oui, là, ça veut dire que je suis en train de vivre une émotion, c'est ça? exactement. Par exemple, si on est en colère, souvent ce qu'on va ressentir, ça peut être la mâchoire serrée, les poings tendus, les sourcils froncés. Puis quand on prend le temps, tu sais, quand on dit revenir à soi, c'est d'amener notre conscience vraiment vers nous, comme si on regarde à l'intérieur de nous. Puis là, on se met comme à plus ressentir nos sensations corporelles, on peut se mettre à plus voir les pensées qui sont à l'intérieur de nous. Et là, ça va tranquillement te donner les informations pour voir qu'est-ce qui se passe. OK. Puis pour la gestion de ces émotions-là, quelqu'un qui est pas rendu à gérer, d'accord, j'accepte, je suis en colère, j'ai une émotion, je me sens triste, mais comment je peux gérer cette émotion-là pour que ça apaise un petit peu ce que je vis? Parce que j'imagine que quand tu es triste ou tu es en colère, mais en tout cas dans mon cas, j'ai de la tension sur ma poitrine, j'ai comme une boule de Mhm. feu dans mon ventre, comme je manque de respiration, tu vois, quand je suis anxieuse. Oui. Alors, qu'est-ce que ça prend pour pouvoir gérer ça? Premièrement, c'est la posture de base, c'est d'accueillir sans jugement. Je pense qu'une des premières erreurs qu'on fait, c'est de dire ah je devrais pas me sentir comme ça, c'est trop intense. Fait qu'on va comme juger notre état. C'est comme si sans le vouloir, on va s'invalider, se rejeter dans ce qu'on ressent. Ce qui est OK. proposé plus tôt, c'est de se dire, bon, là, présentement, OK, j'ai la boule de feu à l'intérieur de moi, donc je vis quelque chose. Qu'est-ce que je vis? J'ai le droit de me sentir comme ça, puis je vais aller m'informer de moi-même. Euh,
Ensuite, mettons que l'émotion est très, très, très intense, il y a des stratégies pour juste la descendre un petit peu parce que si on est trop dans l'émotionnalité, notre rationnel va comme chuter. Fait que faire des petites techniques de respiration, aller bouger un petit peu, sortir à l'extérieur, juste faire décanter avant de s'expliquer l'émotion, ça peut aider premièrement. Euh, Ouais. oui, je sais pas si tu avais une question. Mais quand tu dis la rationalité va chuter, c'est-à-dire qu'on serait plus capable de raisonner ou de penser. Exactement. Ouais, quand l'émotion est trop élevée, c'est comme si le rationnel prend plus du tout de place. Donc, on doit faire un équilibre entre les deux pour pouvoir, ce qu'on appelle mentaliser, mettre des mots sur l'émotion. OK, mais ça, mettons les femmes qui vont nous écouter, elles peuvent appliquer ces méthodes-là ou est-ce que ça prend vraiment une consultation ou n'importe qui peut avoir cette maîtrise-là, si j'appelle une maîtrise, de pouvoir reconnaître cette émotion-là puis essayer de dire, ouf, je prends une grande respiration puis ça va passer. Tout le monde peut appliquer effectivement dans le fond, cette technique de base-là, ça aide à tempérer l'émotion, ça aide à revenir à soi. Après ça, tu te demandes si on doit consulter, ça serait plus que si on n'est vraiment pas capable de reconnaître les émotions, on n'est pas capable de les tolérer parce que notre système lutte. Des fois, quand on n'a pas eu de place pour une émotion, euh, on ne sera pas capable de s'accueillir, par exemple. Fait que ça dépend vraiment comment on est capable de s'accueillir aussi. Parce que si mettons je me prends un exemple que moi, des fois, quand je suis anxieuse, oui, j'applique ces méthodes-là. Je fais même une session de relaxation ou Mhm. d'inspiration-expiration. Oui, je suis bien au bout d'une heure ou deux, mais on dirait que je retombe dans le même Ça pattern. revient. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi on retombe? Est-ce que c'est de l'éducation du cerveau pour pouvoir s'habituer à ce genre de De traitement? sensation-là. Ouais. Ou En mettons, de fait, rester dans la même... Parce que ça a fonctionné avec ma respiration. Tu sais, j'étais capable de me calmer. Sauf que là, je m'en vais dormir, puis oups, tout à coup, il y a quelque chose ça ressort. Oui, voilà. OK. Ben, ce qui est important de se dire, c'est que les émotions sont des messages de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Donc, oui, on peut se tempérer, on peut accueillir l'émotion, mais ensuite, il faut l'identifier et aller voir c'est quoi les déclencheurs, quelle émotion je vis. Tantôt, on parlait de la colère. Mettons, là, je me rends compte que j'ai une colère à l'intérieur de moi. C'est important de savoir, mais ça sert à quoi cette émotion-là? La colère, ça va représenter qu'il y a quelque chose qui doit changer, qu'on a soit un besoin qui n'est pas répondu ou une limite qui a été dépassée. Donc, sachant ça, si je suis en colère, je vais aller me demander, bon, est-ce que j'ai une limite là, qui est dépassée dans quelle situation où j'aurais besoin de m'exprimer sur telle chose, je ne l'ai pas fait. Fait que d'aller identifier finalement qu'est-ce que j'ai besoin de faire en fonction de l'émotion qui est présente. C'est la limite que j'ai pas très bien saisie. Comment je peux savoir ma limite? Ou si j'ai dépassé une C'est limite. une excellente question. Ben, justement, la colère va nous indiquer qu'il y a possiblement une limite de dépasser. Fait que là, on peut faire une espèce de scan de aujourd'hui, est-ce que j'aurais vécu une situation où j'ai senti que quelqu'un est comme allé trop loin ou que je me suis pas sentie confortable, j'ai vécu un malaise. Et là, on va aller, si on identifie qu'il y a une situation comme celle-là, on va aller analyser puis dire, ah, OK, finalement, j'ai pas dit que j'étais pas d'accord avec son point ou tu sais, j'ai pas osé m'affirmer. Puis là, on va comprendre qu'on aurait eu besoin de le faire. OK, d'accord, je comprends. Et quand, exemple, on ne réussit pas à gérer cette émotion-là, je ne sais pas si je peux dire on ne réussit pas, on a essayé, mais au-delà de la consultation, mais est-ce qu'on peut dire euh, ah, non, ça fonctionne pas, je ne réussis pas et c'est comme ça. Donc, je vais plonger dans ça, puis je vais rester dans ça parce que c'est comme ça que ça se guérit pas, ça marche pas. Je suis comme je suis. Parce que j'entends Mhm. aussi beaucoup de femmes qui disent, mais non, je suis comme ça, je suis une boule de nerfs, je suis anxieux. Quand il y a quelque chose qui arrive, mais c'est l'anxiété tout de suite. Je n'ai plus rien, là, tu sais, mais c'est toujours, on joue Mhm. à la victime, on dit, ben, c'est pas notre faute, ou moi, je suis comme ça, je suis née comme ça, c'est mon C'est ADN. mon tempérament, Mon oui, oui, oui. tempérament, ma mère était comme ça, mon père, mais est-ce qu'on peut reconditionner le cerveau pour ne pas dire, ben, c'est pas ma faute, dans le fond, j'ai tout essayé. Oui, effectivement. Je pense que c'est bien de se dire qu'on peut toujours aller apaiser un état, même si on a un tempérament qui est plus sensible, plus anxieux, de dire, ah ben moi, tu sais, dans telle situation, je perds mes moyens, je suis de même. C'est de penser qu'on peut pas aller maîtriser l'émotion. Mais de dire, OK, moi, c'est un défi parce que je suis très sensible, je vis ça intensément, c'est une autre chose. Euh, puis, OK. qu'est-ce qui aide dans
arrêter de se victimiser. En fait, j'aime bien que tu parles de ça. Souvent, quand on se victimise, c'est qu'on va se revoir comme si on était un enfant ou un adolescent qui n'a pas tous les morceaux pour se gérer. On sait que tous les adultes ont tous les morceaux, ou sinon, il faut juste qu'ils aillent les rechercher ou qu'ils les mettent en lumière. Mais ils ont tout ce qu'il faut dans leur cerveau là, pour pouvoir se gérer, tandis que quand on est jeune, ben, on n'a pas fini de maturer au niveau émotionnel. OK, donc quand on est adulte, on a les ressources sont là, en fait. Il fallait juste aller. Oui, puis Ah, ben, des fois, on a besoin justement d'un professionnel juste pour qu'il nous montre c'est où, mais tout le monde a les morceaux dans leur à l'intérieur d'eux. Des fois, c'est qu'il faut comme vraiment aller les chercher, dépendamment si on n'a pas eu la chance de vivre une émotion quand on était plus jeune, ça peut être un peu plus difficile, mais c'est accessible finalement à tout le monde avec un peu de travail. OK. Puis est-ce que ça se guérit? Est-ce qu'on peut vraiment nous libérer de cette émotion-là? Permanent, hein, de façon permanente? En fait, je dirais pas libérer de l'émotion, mais apprendre à la maîtriser, parce que les émotions vont toujours être là. C'est là, oui. Mais plus on les maîtrise, moins ça va être envahissant parce que on va les contenir mieux. On va être plus capable de les réfléchir facilement. On va reconnaître que là, OK, il y a quelque chose qui est comme un petit peu dramatisé. Je vois la situation plus cause qu'elle est supposée d'être. Fait que là, on vient tempérer avec notre rationnel. Ouais. Ouais. Mais tu vois, moi, j'ai appris quelque chose qui m'a aidé beaucoup parce que j'étais toujours dans le je suis triste, je suis anxieuse, je suis en colère, dans le je suis. Mhm. Là, j'ai appris, je lisais à un moment donné un livre, mais je me souviens plus du livre ou l'auteur, mais disait, au lieu de dire que tu y es triste, mais en fait, c'est une partie de moi qui se sent triste et non pas moi. Je Exact. ne suis pas vraiment mon émotion, mais je suis mes émotions, mais je suis l'individu qui vit l'émotion. Ça fait toute une différence, hein? Oui, oui, oui. Ben, c'est un de mes outils, je te dirais, préférés de décortiquer en Oui, partie. Puis si on se fie vraiment plus à l'approche de pleine conscience, c'est de rester le moi observateur qui voit les émotions, qui voit les parties de nous, mais qui n'est pas emporté dans l'ensemble de l'émotion. Quand je dis d'être envahi, ça serait d'être justement de trop s'identifier, mettons, à la tristesse. Fait qu'on on est juste une tristesse, on peut plus faire grand-chose dans ce temps-là. Le rationnel, comme il disait aussi au début de l'entrevue, va t'en aller, puis on va avoir de la misère à gérer, justement. oui. Et dis-moi, mettons en couple, souvent, nous sommes désemparés, tu vois, face à l'autre, face à ses émotions, et pour plusieurs raisons, parce que des fois, elles sont différentes, et les émotions sont différentes de nous, nous ne savons pas quoi faire avec, et nous craignons des fois qu'elle peut menacer notre vie de couple. Mais comment qu'on fait pour, en fait, comprendre l'autre ou est-ce que je veux dire affronter l'émotion au lieu de la fuir? Mettons, la reconnaître chez l'autre, mais au lieu de la Mhm. fuir ou de laisser faire. Construire en fonction de cette Ouais, émotion-là. ouais, ouais. Ouais, c'est de voir souvent, je dirais, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça va mettre une des deux personnes sur la défensive parce que là, il y a une expression d'émotion qui est là, puis justement, comme tu dis, la peur va embarquer, puis on a peur que ça ait des répercussions. Ouais. Fait à ce moment-là, on n'est plus vraiment disponible à l'autre, on est comme revenu vers soi. Mm. Euh, il y a différents livres là, qui parlent de la communication non violente dans les relations, dans les couples, qui vont expliquer qu'il faut d'abord écouter, être en posture de curiosité, entendre complètement ce que l'autre a à dire, quitte à ensuite s'exprimer, mais comme lui laisser vraiment l'espace sans réagir, sans avoir l'impression qu'il faut faire quoi que ce soit, juste comme entendre le message. Ça a l'air simple à dire, mais écouter réellement, c'est vraiment un art qui est pas simple parce qu'on veut renchérir, on veut dire notre idée, on veut conseiller, mais c'est comme juste être présent à l'autre puis l'entendre. Après ça, on dit nous aussi, tu sais, notre posture, puis après ça, on essaie de voir est-ce qu'il y a un terrain d'entente là-dedans qui pourrait faire en sorte que chaque besoin est respecté, là, tout dépendant qu'est-ce qui ressort de la discussion. Parce que c'est vrai que écouter, ça ne veut pas dire entendre, hein. Parce que Non, c'est ça. tu fais écouter quelqu'un, mais t'es voilà, puis mais ça, c'est tout un défi d'entendre l'émotion de l'autre, la ressentir, tu sais, d'essayer de la comprendre et ne pas se mettre sur Mhm. la défensive tout de suite, parce que là, on a tendance à se mettre sur la défensive pour nous protéger. Oui, puis je pense qu'il y a un truc que j'aime beaucoup, que j'ai pris, c'est un livre qui s'appelle La sagesse de nos colères, donc tu sais, de la discussion dans la colère. Mhm. C'est de pas se demander d'être d'accord avec ce que l'autre dit quand on l'écoute.
Parce que des fois, c'est comme, mon Dieu, ben là, ça n'a pas de bon sens. Ce qu'il dit, c'est le petit jugement par en arrière. Mais OK, tu juste veux dire que quand on écoute l'autre, il faut pas se mettre dans le faut jugement. pas se demander à être d'accord. Ah, OK, OK. Fait que juste d'entendre, puis Ouais. après ça, de s'exprimer, mais on pas besoin d'être d'accord. Tu sais, parce que quand on se demande d'être d'accord, c'est comme si des fois on se met de côté, puis il y a des parties de nous que ça fera pas leur affaire, puis voudront plus écouter réellement. Ah, OK, ben ça, c'est un bon truc pour essayer de comprendre, oui, De l'émotion. rester disponible, même si c'est différent de nous. Ouais. Puis, mettons au travail aussi, j'écoutais quelqu'un l'autre fois, il disait que il y a une personne qui lui a parlé d'une façon très brusque. Il voulait déposer sa valise quelque part. Puis elle a, ré- elle a répondu tout de suite, non, non, c'est pas ici, là, va la déposer de l'autre côté, donc d'une façon vraiment agressive un peu. Puis lui a dit que je suis rendue où est-ce que je suis rendue dans ma vie. D'habitude, je vais affronter cette personne-là de la même façon qu'elle m'a parlé, donc je vais Mhm. sortir. Mais là, lui est rendu dans son cheminement où est-ce qu'il s'est calmé. Il a demandé à la dame, ah, mais vous avez eu une mauvaise journée apparemment aujourd'hui, laissez-moi m'occuper de ma valise, puis je vais la mettre quelque part. Donc, des fois, en agissant de cette sorte-là, mais ça apaise un petit peu la colère de l'autre. C'est ça? Au lieu de Mhm. Et ça d'escalader désamorce. puis de monter. Oui, exactement. Parce que là, ça, c'est comme gérer nos émotions face à l'autre, c'est pas évident, mais gérer nos émotions à nous, OK, c'est un travail, mais juste d'être solide devant l'autre qui vient nous dire quelque chose qui vient nous blesser, tu sais, puis de rester calme, tout un art, ça, de pouvoir faire ça. Oui, totalement. Ça demande de pas prendre les choses personnelles, de se dire, oh, OK, présentement, cette personne-là est en colère. En même temps, on n'a pas à accepter n'importe quel comportement. On peut toujours demander à l'autre de faire attention, mais de Exact. pas contre-attaquer, en fait. Fait que, justement, tu sais, répondre du tac au tac, puis comme sur le même ton, ça serait peut-être plus de se mettre au niveau de sa colère. Mais d'utiliser notre colère saine pour dire ça va ce matin, tu sais, comme quoi tu me parles comme ça, tu sais, puis de rester calme, mais c'est quand même une utilisation de la colère, puis on se permet de mettre une limite. Tu sais, on n'a pas besoin d'encaisser n'importe quoi non plus. Oui, c'est ça. Mais euh, une émotion drainante, quand elle reste, parce que j'imagine qu'une émotion doit se transformer en action, sinon, ben, selon moi, si elle reste là, c'est comme un poison dans le corps. Mhm, Je le sens tout à comme ça. fait. Quand elle reste là, dans mon corps, c'est fou là, ce que je ressens physiquement puis mentalement. On sent que ça reste bloqué, que ça stagne. Tu sais, il y a plein de sensations qui peuvent venir avec ça, là. Oui, c'est ça. Puis c'est là qu'on reconnaît que c'est une émotion qui draine notre énergie. Puis je pense que, je ne sais pas si c'est lié, tu vas me le dire, si comme on n'a plus la capacité de la résilience, tu sais, on a plus, en, en tout cas, je parle aussi de moi, euh, quand je suis très émotive, puis je vis dans tout ça, mais ma capacité de résilience, ça veut dire faire face à l'adversité de la vie, mais je suis faible, comme j'ai Mhm. plus l'énergie, je me sens pas forte, là. C'est comme si ma batterie interne est vide. Ouais, OK. Lier les deux, la émotion et résilience, pour faire face. Parce que quand tu gères tes émotions, moi, je trouve que c'est vraiment, tu as le maîtrise de toi. Mhm. Peu importe ce qui arrive, tu es, t'es le maître de tes émotions. Parce que, Ouais, oui, oui. Ben, donc, ça arrive qu'on peut rester bloqué dans une émotion, puis ça peut amener plus, on dirait, une posture d'impuissance, fait que je sais plus trop quoi faire, plus l'impression qu'il y a une issue. Puis, tu sais, c'est comme si n'a plus accès à nos ressources, à notre créativité, puis comme toute la vitalité qui nous aide à rester résilient. Je pense que c'est à ça que tu fais ouais, ouais, référence. ouais, ouais. Puis, Ouais. ouais, c'est ça. Puis, comment qu'on fait aussi pour accepter une critique? On a parlé tantôt là que quelqu'un qui vient nous dire quelque chose, mais quelqu'un qui nous donne Euh, j'ai deux femmes hier avec qui j'ai parlé, puis elles ont beaucoup de difficultés face à la critique. Et là, elles se sentent attaquées tout de suite. Puis moi, je pense, je ne suis pas psychologue, mais je me dis, si quand on se sent attaqué, est-ce que ça veut dire qu'il y a une blessure en dedans de nous qui est déjà là, puis quelqu'un qui est un miroir, en fait, qui vient de déclencher quelque chose Mhm. qui est déjà en nous? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça peut être ça? C'est
très, très souvent le cas, effectivement. Là, quand on sent qu'on a une corde sensible à l'intérieur, quand je me mets à creuser avec les gens, c'est vraiment de voir, OK, tu sais, est-ce qu'on t'avait déjà dit ça auparavant? Est-ce que ça te rappelle l'attitude des personnes que tu as rencontrées dans ta vie? Puis on va aller voir comme des événements marquants où il y aurait eu ces blessures-là qui se sont placées. Quand on est jeune, c'est encore pire parce qu'on dépend de l'extérieur. Fait que si, par exemple, nos parents, nos frères et sœurs, les professeurs, les gens qui nous ont entourés, ont fait quelque chose qui était blessant et qui n'a pas été réparé, ça reste comme pris en dedans comme si la capsule émotionnelle de cette blessure-là, là, elle n'a pas été libérée. Puis effectivement, quand on arrive dans notre présent, quelqu'un va nous dire un commentaire qui a l'air anodin, mais ça vient nous chercher comme une flèche, là. Je donne souvent l'image que c'est comme si on a une armure avec des trous dedans quand on a des blessures, puis que au lieu que ça rebondisse puis qu'on soit capable de se protéger si on n'aime pas certains commentaires, ça va vraiment venir nous piquer très, très profondément à l'intérieur de nous. Donc, peut-être prendre un recul puis dire, ben, qu'est-ce que, qu'est-ce que cette personne-là essaye de me dire sur moi? Mhm. Ouais, Oui, puis de le voir constructif avec curiosité plutôt que de le voir comme si quelqu'un serait en train de m'humilier, de me dominer, tu sais, de vraiment reconnaître les faits. Est-ce que là, la personne me parle de manière posée, puis là, c'est vraiment moi qui interprète ses intentions, mais que dans le fond, dans les faits, la personne le dit correctement. Il faut vérifier un peu comment c'est fait. Puis après ça, de se dire, est-ce que moi, mes cordes sensibles sont touchées? C'est de ce que je connais de moi. Puis là, ok. si les gens ne savent pas, ben, c'est peut-être de faire l'exercice simplement, de se demander, c'est quoi, moi, mes cordes sensibles? Où est-ce que j'ai plus de difficultés à recevoir des commentaires constructifs? Quand, mettons, il y a un événement extérieur, parce que la majorité du temps, on pense que notre émotion est due à un événement extérieur, c'est quelqu'un de l'extérieur qui a déclenché ça, mais dans le fond, tu le sais probablement que c'est pas ça, c'est pas vraiment l'élément déclencheur qui vient de l'extérieur, c'est que peut-être il y a un pourcentage, mais normalement, c'est que nous avons le contrôle de comment on perçoit cet événement-là qui vient de nous affecter, dans le fond. Tout à fait. Mais est-ce que quand on a un événement comme ça, est-ce que ça passe par le cerveau? Le cerveau la traite comme mauvaise ou comme négative, puis là, lui, il donne l'ordre d'avoir une émotion négative. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Pour l'émotion, qu'elle surgisse? Comment le cerveau va aller traiter l'information. Euh, Ça va être beaucoup en fonction des conditionnements. En tout cas, je peux moins aller du côté comme neuropsychologique, là, mais je peux aller plus dans d'où ça vient ces chemins neuronaux-là. Oui. Euh, dépendamment de l'événement, on va réagir en fonction aussi d'une pensée. Souvent, on voit pas, on appelle ça les pensées automatiques. Fait qu'il arrive un événement, je vais l'interpréter d'une façon, et dépendamment de comment je vais l'interpréter, ben, ça va être telle ou telle émotion qui va sortir. Par exemple, l'exemple qui me vient, c'est je vois quelqu'un dans la rue, puis là, je me dis, ah, c'est le fun, les gens sortent dehors, puis là, on est dans le bonheur, puis on est content que les gens soient dehors. Ou, ah, je sais pas c'est qui, lui, puis là, on est plus dans une Hum. genre de méfiance, mais ça se peut qu'on ait peur. Fait que c'est la pensée intermédiaire qui va beaucoup jouer. Puis, bon, ces pensées intermédiaires-là sont apprises dans différents moments dans notre vie, puis des fois, quand on veut les déloger, on peut aller voir c'est quoi la racine là, de ces impressions-là, par exemple. Donc, c'est la façon comment qu'on interprète l'information qui peut Oui. jouer dans nos émotions, là. Oui, OK. Il y a comme pas tout le côté cognitif va vraiment nous faire donner une émotion particulière par rapport à une situation, parce que les situations en tant que telles sont simplement des situations, puis on a plein de façons de réagir puis d'interpréter qui vont nous aider ou qui vont nous nuire dans notre résilience, justement, si je reprends le thème de tantôt. OK, donc, si je comprends bien, il y a une situation et là, il y a une interprétation et cette interprétation-là va décider, je m'en vais vers le chemin X ou vers le chemin Y et là, j'ai l'émotion X ou j'ai l'émotion Y, dans le fond. Exactement. OK. Ouais, c'est intéressant. OK. Puis là, est-ce que dans tes consultations, est-ce que ça arrive que quelqu'un se libère vraiment ou arrive à comprendre ses émotions puis chemine dans sa vie et puis c'est fini, il n'y a plus besoin de consulter sur le bon chemin. On peut y arriver. Oui, oui, tout à fait. C'est quand on décide qu'on veut devenir maître d'une émotion ou maître d'une situation qui est difficile, là, oui, il y a moyen d'aller déloger. En fait, il y a beaucoup de libération émotionnelle, d'aller nommer les émotions qui n'avaient pas été nommées. Ouais. Euh,
Ensuite, d'aider la personne à comprendre justement ses mécanismes. Moi, je me mets dans quelle attitude quand je vis telle situation. C'est quoi qui serait plus constructif? Une chose que j'ai pas nommée tant que ça, je crois, là, mais moi, j'utilise beaucoup euh, d'aller voir est-ce que c'est l'enfant, l'adolescent intérieur qui réagit et si oui, comment je peux aller les réconforter avec ma partie rationnelle qui représenterait l'adulte intérieur. Fait que souvent, ce que je fais, qu'on appelle, c'est d'aller reparentifier ces parties-là de nous, mettons qu'il n'y aurait pas eu assez de soutien dans différentes situations. On va aller développer les attitudes qui auraient été aidantes. Fait que même si on les a pas eues, on peut aller les construire quand, une fois rendu adulte. Fait qu'on reste pas pris avec notre enfant, mettons, abandonné ou qui n'a pas été compris. Là, on peut aller s'en occuper à l'intérieur de nous. OK, mais ça, c'est le fun de pouvoir faire ça. À un moment donné, j'ai fait cet exercice-là où est-ce que parler avec mon enfant intérieur. Puis c'est drôle, ça déclenche tellement d'émotions et puis tu sens Mhm. qu'il y a quelque chose qui est là, là. Oui, hein, on le sent dans le corps, puis souvent, c'est la mémoire corporelle de l'enfant intérieur. Fait que, oui, on va venir qu'en plus avoir un effet sur l'ensemble de notre personne. Puis là, le corps se détend, puis là, il commence à circuler normalement, puis il sent que dans le présent, tout est beau, il n'y a pas de danger, on est bien. Ouais, c'est un état comme d'équilibre là, qu'on peut aller chercher. C'est ça. Puis comment on fait pour, mettons, s'aimer, OK? Parce que là, dans une relation amoureuse, par exemple, quand quelqu'un nous laisse ou ah, il m'a pas écrit aujourd'hui, il m'a pas texté aujourd'hui, là, tout à coup, ça monte, tu sais, l'anxiété, puis Mhm. mais je pense que ce sont les émotions qui montent suite à ces interactions-là. Mais j'imagine Oui. que si on s'aime nous-mêmes, on serait moins affecté par ce genre de situation. Comment on... Oui, 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 si je le décortique, de quoi ça peut avoir l'air, quand on s'aime pas puis qu'on vit une rupture, on va se dire que c'est notre faute, on n'était pas assez ci, assez ça, fait qu'on va se culpabiliser Ouais. de la chose. Donc, on va pas être dans, tu sais, quand je disais reparentifier, là, c'est comme si on a un parent critique qui nous tape sa tête, qui nous dit qu'on n'est pas bon, puis qui vient juste nous faire du mal, comme on est déjà par terre, puis il continue de frapper. Là, ça donne cette impression-là. Quand Mhm. on s'aime, puis qu'on est plus dans un discours d'autocompassion, ben, on va s'accueillir, on va dire c'est vrai que c'est pas facile, qu'est-ce que je traverse, j'aurais tellement aimé ça qui reste, ou j'avais des rêves qui ont été brisés, j'ai besoin de prendre soin de moi, je suis blessée. Fait qu'on s'accompagne dans ce qu'on vit. Puis là, on va être plus créatif de voir, bon, qu'est-ce qui me ferait du bien? J'ai-tu envie de voir des gens, de faire telle activité, euh, extérioriser ce que j'ai vécu, là. Est-ce que je veux parler à la personne ou écrire une lettre juste pour sentir que je le sors? Tu sais, fait que ça change vraiment les stratégies qu'on va utiliser si on est dans l'amour de soi ou si on est en train de s'attaquer inconsciemment. Mais c'est fou comme tout revient à nous. Il faut revenir à nous, à dedans de nous. Toujours. Les réponses sont tout le temps là. Puis, tu sais, on cherche les réponses partout, mais dans le fond, on les a, mais on n'a pas appris à aller les chercher ou à aller puiser vraiment, la creuser, Ouais. aller les chercher. Ils sont là. Oui, effectivement, tous les morceaux sont là. Des fois, c'est que on s'est pas fait montrer comment aller les chercher. Des fois, c'est qu'on a appris à comme arrêter de les voir. Mais oui, Ouais. tous les outils sont là au bout du compte. Puis des fois, je dirais cependant que c'est comme si on a planté un arbre qu'il faut quand même faire pousser. Fait qu'il faut l'arroser, tu sais. Oui. Puis Oui. là, après ça, on va sentir une solidité intérieure. Fait que, peut-être pas encore totalement là, la solidité, mais en ayant les bonnes attitudes d'autocompassion, de présence à soi, ça va pousser. Tout le monde a le potentiel de faire pousser son arbre de confiance et d'estime à l'intérieur de lui. C'est une belle image. Puis pour terminer, est-ce que as-tu un conseil pour les femmes qui manquent un peu de confiance, d'estime de soi, aussi d'amour pour elles-mêmes? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour qu'ils puissent vraiment cheminer d'une façon adéquate, puis faire une vie à Ouais. leur image? Ben, c'est important de toujours se voir plus grand que ce qu'on se voit. Hmm. Oh, On a c'est souvent appris à se vrai. voir comme, ouais, comme penser plus grand pour, Mhm. puis se donner le droit de penser plus grand aussi. Si on veut quelque chose, tout le monde a le droit d'aller le chercher à sa façon aussi. Tu sais, il n'y a pas juste un chemin, ça je le dis souvent également. Fait que, tu sais, quand ça nous appelle, c'est l'intuition qui parle, on va voir ce qui nous appelle. Ça vient de l'intérieur, il faut suivre notre Mhm. chemin, vraiment, oui. Mais Ouais, c'est ce que je Marie-Ève, dirais. merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir accepté de participer à cette entrevue. Je suis sûre que les femmes qui vont regarder ça, ou peu importe qui va regarder ça, elle va s'inspirer aussi de tes mots et tes conseils.
Et j'espère beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité là, Merci aussi. à toi, merci pour ton temps aussi. Puis merci à toi de faire toutes ces belles entrevues-là en espérant qu'il y ait plein de femmes qui en bénéficient Oui, le plus possible. on espère. Merci.